You know nothing, Jon Snow. Got a theory, could be funny. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that damn I may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées, mais aussi et surtout les nôtres. Oui. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma rebelle préférée, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, on s'envole direction une galaxie très très lointaine, mais pourtant pas si éloignée de nos préoccupations terrestres à nous. Et oui, on avait envie de vous parler d'Andor, disponible sur Disney+, à la fois une série Star Wars, mais aussi une réflexion percutante sur l'autoritarisme. Alors, qu'est-ce qui fait d'Andor une des meilleures séries du moment ? Pourquoi on vous en parle maintenant ? On m'a demandé ça la dernière fois, juste parce qu'on aime. Parce que Marie a mis un an à la regarder. Exactement. Et pourquoi Andy Serkis nous a fait pleurer ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est qu'on a été sélectionné en compétition officielle au Paris Podcast Festival, qui Non. se déroulera les 13 et 14 octobre. Et donc, peut-être qu'on va avoir un prix. On a été nommé dans la catégorie conversation. Oui, Et moi, mon pic, c'est qu'on a aussi été nommé dans la catégorie prix du public. c'est ça. Donc, vous pouvez voter pour le prix du public. Oui, non, vraiment, votez s'il vous plaît. Mm. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on poste tous les jours sur nos réseaux et on va pas faire ça. Mais Parce par qu'on a un contre, peu la flemme. et qu'on a un peu de fierté. Et on précise, c'est pour notre autre podcast qui s'appelle Amis. Que vous connaissez peut-être. Ouais. Et qu'il faut écouter sinon. Oui, et c'est l'épisode sur l'exorciste qui a été nommé. On est très très fiers d'avoir été sélectionnés. Oui, Si on nous avait dit, quand on s'est rencontrés, que nos conversations seraient nommées pour un prix. on l'aurait cru. Exactement. Donc voilà, on compte sur vous pour nous soutenir. Et on a un dernier pic dont on voulait vous parler, dont on vous a déjà parlé, mais on veut en remettre une couche parce que c'est demain que ça se passe. On sera à la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e à Paris, pour regarder Sexe Intention. et ensuite enregistrer un épisode en live sur Sexe Intention. Tout ça, c'est gratuit. L'entrée est libre. Il n'y a pas à réserver, mais venez nombreux. C'est à partir de 15h et on aimerait vraiment beaucoup vous voir. Cette semaine, on vous parle d'une autre production culturelle de très grande qualité. La série Andor, diffusée sur Disney+, qui est disponible depuis un an, donc ça va, c'est pas non plus... On est un petit peu en retard, mais pas trop. On en parle aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas de série. Ouais, ça, Vous c'est en- pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. Il y en a, Anaïs. Il y a des séries, C'est juste mais- qu'on n'a pas envie de les voir. C'est ça, des séries de très très grande qualité. C'est parfois difficile d'en trouver. Et puis il y a une autre raison, c'est que moi je voulais en parler il y a un an. Et j'ai dit à Marie, regarde Andor, c'est vraiment très très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé, Marie ? Disons que c'était une période assez mouvementée dans ma vie professionnelle et privée. Donc, j'avais pas énormément de temps pour découvrir une série entière. Donc, on n'a pas regardé Andor. Enfin, je n'ai pas regardé Andor. Et là, cette année, j'étais bon, d'accord. Je regarderai Andor. Après l'avoir travaillé au corps. Non, c'est marrant parce qu'on m'a demandé littéralement aujourd'hui pourquoi on couvrait ça. Et j'étais mais tu sais, on couvre des séries d'avant, des séries de maintenant. Mais c'est vrai que là, c'est un peu un entre-deux chelou. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qu'on couvre dans ce podcast, c'est des séries qu'on veut vous faire partager et qu'on veut que vous regardiez. Ou des séries qui sont diffusées et sont des phénomènes et dont il faut qu'on parle parce que soit elles sont nulles, soit elles sont bien. Mais quand on prend des séries qui sont un peu plus anciennes ou des choses comme ça, c'est parce qu'on a vraiment envie de partager notre passion sur cette série. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'Andor. Voilà. Moi, l'année dernière, je l'avais mise deuxième de mon classement des meilleures séries de l'année. Et si je le refaisais aujourd'hui, je pense que je la garderais à la même position. Je la trouve vraiment excellente. Alors, Andor, c'est une série de Tony Gilroy, qui avait coécrit Rogue One. Il avait été appelé, en fait, pour modifier un peu le scénario parce qu'ils avaient du mal avec le scénario de Rogue One. Et Tony Gilroy, c'est aussi le scénariste de la saga Jason Bourne, la saga La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau. Et il a aussi réalisé le 4e, qui était avec Jeremy Renner, au lieu d'être avec Matt Damon. Il a aussi écrit et réalisé Michael Clayton, Oui. qui a été nommé aux Oscars il y a quelques années et qui a eu un Oscar pour Tilda Swinton. Donc c'est vraiment un des scénaristes les plus respectés d'Hollywood. Il y en a beaucoup, mais lui, c'est vraiment... on va dire que c'est un vieux de la vieille.
Et c'est vraiment un pro, et ça se voit, en fait, dès le début de la série, on sent qu'on est vraiment entre de très bonnes mains. Ouais, exactement. Mais il n'y a pas que lui qui a bossé sur la série, même si c'est lui le créateur et le scénariste d'une grosse partie des épisodes. Il y a aussi un très très gros pédigré qui l'accompagne. Déjà, il y a Beau Willimon qui a coécrit plusieurs épisodes. Beau Willimon, si vous reconnaissez son nom, c'est un des scénaristes de House of Cards. Donc on repère aussi tout de suite sa patte dans les épisodes qu'il a écrits de Andor. Et puis à la réalisation, il y a Toby Haynes, notamment, qui était un des réalisateurs de Doctor Who et de Black Mirror. Donc pareil, c'est vraiment de très très gros noms. Est-ce que tu peux nous résumer la série en 30 secondes, Marie ? L'idée de la série, c'est que dans Rogue One, il y a un personnage qui s'appelle Cassian Andor, qui est un espion pour la rébellion. Et là, en fait, la série suit sa trajectoire de mec lambda, mais en même temps assez talentueux. C'est un, comment on appelle ça ? Un fossoyeur ? Non, c'est pas un fossoyeur, c'est un pirate. C'est un voyou, quoi. Ouais, c'est un petit voyou qui n'aime pas l'Empire, mais qui en même temps est assez égoïste et assez cynique. La série montre sa transformation et la façon dont il va devenir un rebelle, quoi, et va joindre la résistance. Et donc, on le suit dans ses aventures. En fait, la série commence, il tue par accident 2 gardes de l'Empire. Et donc, après, il est en fuite et ça va mener à plusieurs péripéties et aventures qui vont traverser la série. Il faut savoir que les événements d'Andor se déroulent 6 ans avant les événements de Rogue One. À la fin de Rogue One, en fait, si vous avez vu le film, sinon avancez de 15 secondes, tout le monde meurt. Et le principe, c'est que donc Cassian Andor fait partie des martyrs de la rébellion. Et toute la saison 1 d'Andor va montrer comment il est arrivé à ce cheminement personnel. Et ça montre vraiment qu'il n'avait pas une mauvaise vocation de martyr à la base. Il a vraiment été forcé de devenir rebelle parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il a quand même un choix. Enfin, tout le monde a toujours un choix, mais on montre comment les circonstances, l'accumulation de circonstances va le mener à cette décision qui va être inévitable pour lui, quoi. Mais au final, il pourrait très bien choisir de ne pas s'investir. Oui, bien sûr, mais disons que, en fait, ce que la série montre très très bien, c'est que personne ne choisit d'être résistant parce que c'est stylé. Ils le font vraiment parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que, en fait, ils sont complètement écrabouillés par un régime de plus en plus autoritaire et que c'est soit ça, soit la mort ou l'emprisonnement pour une grande majorité d'entre eux, ou une détérioration qui a pu être très lente pendant longtemps, mais qui devient de plus en plus critique. Et donc vraiment, on voit à travers toute la saison 1 la radicalisation de tout le peuple, y compris des personnages qui ne sont pas du tout politisés au début, et c'est le cas d'Andor, mais qui finissent par dire, en fait, on est totalement endormi et il faut se réveiller, et ça fait des années et des années que l'Empire est en train de nous oppresser sans qu'on s'en rende compte, en fait, est en train de nous étouffer. Et là, il y a un moment où il faut dire stop. Et c'est le cas d'Andor aussi, et je trouve ça particulièrement intelligent, en fait, comme manière d'amener cette intrigue-là, parce que Star Wars, c'est une histoire d'héroïsme et de rébellion depuis le début, mais il y a jamais eu une œuvre Star Wars qui soit rentrée de manière aussi précise et fine dans les raisons politiques, économiques, sociales qui ont mené à la rébellion, qu'on a suivi dans toute cette saga depuis maintenant des décennies. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'œuvres qui ont exploré ça du point de vue du peuple. Andor, en fait, il se situe au niveau d'un mec complètement lambda, en fait, mais qui va avoir une trajectoire ultra héroïque et spéciale. Il y a le parallèle avec la haute fantasy et la basse fantasy, c'est-à-dire que avec Luke Skywalker, il y a ce cliché du héros de la haute fantasy, c'est-à-dire que c'est un héros qui s'ignore, mais c'est écrit, c'est-à-dire qu'il est un peu choisi parce qu'il a une filiation qui est particulière et donc il a un destin qui est un peu tracé face à lui. Andor, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un personnage qui est beaucoup plus moralement gris et qui est beaucoup plus égoïste par plein d'aspects. Son destin n'est pas tout tracé. C'est lui qui va le choisir à cause des circonstances, parce que ça lui est imposé. Mais même dans Rogue One, du coup, je l'ai revu pour préparer l'épisode. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dès la première scène où on le découvre, en fait, dans Rogue One, il tue un informateur parce qu'il est espion. Il tue un informateur, pas parce que l'informateur l'a trahi ou quoi que ce soit, parce que l'informateur est très stressé et va sûrement faire ruiner une mission parce qu'il est trop nerveux, quoi. On voit tout de suite sur son visage qu'il a une culpabilité, qu'il n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir tué cet homme, mais qu'il est obligé de le faire et il passe quand même vite à autre chose. Et plus tard dans le film, il en parle.
il dit qu'il a dû faire des trucs qui étaient moralement troubles, voire pire, pour la cause. Et donc, c'est vraiment ce personnage qui n'est pas un héros, mais qui a une destinée héroïque et qui fait des choses au final magnifiques pour la cause et qui se sacrifie pour la cause, mais qui n'est pas le héros un peu idéalisé, justement. Et en ça me rappelait un peu la dichotomie dans Game of Thrones entre Jon Snow, qui est un peu ce truc de Luke Skywalker, où c'est un destin tout écrit avec une filiation et tout, et un héros hyper droit et moral, et les autres personnages qui sont des personnages plus moralement troubles, comme Tyrion ou comme Jaime, mais qui vont avoir justement un rôle à jouer et qui vont aussi gagner en moralité au fil du temps, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que comme on sait où ça va, on sait que ça va rejoindre Rogue One. En fait, ils ont prévu que 2 saisons pour 24 épisodes pour en fait montrer la trajectoire d'Andor jusqu'au début de Rogue One, au moment du lancement de l'histoire. Moi, ce que je trouvais intéressant et assez émouvant, c'était justement quand j'ai revu Rogue One pour cet épisode, c'était de me souvenir, enfin, je savais comment il finissait, mais en fait, le fait de connaître son destin et de savoir comment il va mourir, ça rajoute une émotion au visionnage aussi, de savoir qu'il va en fait être un sacrifié pour la cause, quoi. Il va être un martyr. Il y a une autre série que tu veux que je regarde depuis longtemps que j'ai pas vue, c'est Better Call Saul. Et je sais que c'est une de tes séries préférées et une des meilleures séries de ces dernières années. Et il y a aussi cet aspect-là de savoir où va le personnage, non ? Oui, après, ce qui est intéressant avec Better Call Saul, c'est que dès le début de la série, il y a aussi des flash-forward qui vont après ce qui s'est passé dans Breaking Bad. Donc, on a quand même un mystère sur ce qui s'est passé pour le personnage de Saul après Breaking Bad. Mais oui, on sait qu'il va devenir de plus en plus trouble moralement, puisque ça, on l'a vu dans Breaking Bad. Et on ne sait pas comment il va passer de Jimmy, ce qui est sa véritable identité, à quelqu'un qui se fait appeler Saul et qui est vraiment un avocat totalement véreux. Moi, je trouve que ça donne une espèce de poids dramatique à toute la série. On a déjà souvent parlé des spoilers, on a même consacré un épisode entier de PIC TV aux spoilers et au fait qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, je trouve ça génial de savoir en fait comment un personnage va finir. Ça permet d'analyser de manière beaucoup plus fine tous les choix que fait ce personnage et de se dire « Ah bah ça va jouer un grand rôle pour ce qui va se produire plus tard. Ah bah ça, c'est pas une coïncidence, en fait, ça nous en dit long sur le moment où il va prendre cette décision. » Donc, ouais, moi, je trouve ça très intéressant. Et oui, c'est peut-être pas un hasard si, non, mais c'est si marrant on a parce 2 que très bonnes séries. c'est 2 spoilers forcés, un peu. Enfin, les gens, du coup, ont découvert les autres œuvres avant. Et là, ils sont un peu obligés. On est un peu obligés de découvrir l'œuvre en sachant très bien où ça va, quoi. Après, je pense vraiment que dans le cas de Better Call Saul et dans le cas d'Andor, vous pouvez totalement ne pas avoir vu ni Rogue One ni Breaking Bad et apprécier ces 2 œuvres. Moi, je trouve que ça apporte quelque chose quand on les a vues, de savoir un peu où ça va. Mais honnêtement, moi, quand j'ai vu Andor pour la première fois, Rogue One, c'était déjà quand même un souvenir assez lointain. Je savais que j'avais adoré le film, mais Andor, c'était pas mon personnage préféré du film, ni celui qui m'avait le plus marqué. Et j'ai quand même adoré la série. Et Better Call Saul, pareil, je pense qu'on peut vraiment aimer en sachant justement la série est assez maligne pour nous faire comprendre quel va être le destin du personnage, même si on n'a pas vu Breaking Bad. Donc, je pense que c'est pas forcément obligatoire, mais oui, en tout cas, ça prouve que connaître le destin d'un personnage n'est pas du tout un empêchement pour apprécier toute sa trajectoire, au contraire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 autres séries qui sont sorties récemment, dont on connaît aussi déjà la fin, ou en tout cas le futur. C'est Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon. Et pour le coup, c'est des séries, surtout en ce qui concerne Les Anneaux de Pouvoir, pour moi, House of the Dragon, et pour toi aussi, je sais, est quand même de meilleure qualité. C'est des séries qui sont très décevantes et qui se situent justement dans ces univers de franchise. C'est la grosse tendance du moment, c'est sortir des séries dans des univers déjà identifiés pour miser sur un fandom préexistant, en fait. Et Andor fait aussi partie donc de l'univers Star Wars, qui est en train de nous sortir des séries tous les 2 jours. Enfin, il y a eu The Mandalorian, il y a Clone Wars. Mais en fait, pour moi, en tout cas, comparé à House of the Dragon ou à Les Anneaux de Pouvoir, c'est vraiment d'une toute autre qualité, en fait. Et on n'a pas besoin d'être à fond sur l'univers Star Wars du tout. En fait, c'est un très bon volet de la saga Star Wars, les fans le disent, mais c'est juste une très très bonne série, juste par elle-même. Et on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de se foutre de notre gueule et d'essayer de miser sur une franchise pour nous appâter. C'est juste qu'ils ont trouvé une bonne opportunité pour explorer une histoire intéressante dans cet univers, quoi.
On sent vraiment que Tony Gilroy et les personnes qui l'accompagnent ont eu envie de faire ce qu'ils avaient envie de faire. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'un cahier des charges qui justement correspondrait à tout ce qui a déjà été fait dans l'univers de la franchise. Ils passent pas leur temps à faire des easter eggs et des clins d'œil pour les fans ou à essayer d'établir des passerelles avec d'autres œuvres qui pourraient y avoir dans la franchise, ce qui est un gros défaut par exemple de Marvel qu'on a vu dans les séries Marvel où même la meilleure WandaVision s'est terminée sur une passerelle vers autre chose et ça a cassé un peu tout le truc de se dire ah bon, en fait on a vu une super série mais c'était juste pour nous vendre le prochain projet Marvel. Là on sent qu'il y a une volonté artistique assez entière. Alors, bien sûr, ça appartient à la franchise, mais même quand on entend Tony Gilroy en parler, en fait, il explique que la manière dont ça s'est fait, c'est qu'il avait écrit une sorte de manifeste qu'il a envoyé à Kathleen Kennedy, la productrice, en disant tout ce qu'il fallait pas faire avec une potentielle série Andor. Et voilà comment lui, il aimerait le faire, mais de toute façon, clairement, on pourra jamais le faire. Et c'est ça qui a séduit les producteurs, et c'est tout à leur honneur d'avoir décidé de lui faire confiance et de dire, bah, tu sais quoi, ton idée, elle est assez folle pour qu'on le fasse. Et justement, toutes les ramifications politiques, économiques, sociologiques, spirituelles de la rébellion de Star Wars, moi, je trouve ça génial. Et c'est, je pense, ce qu'on aimait dans Game of Thrones aussi. C'est Oui, ce bien que sûr. George R.R. Martin avait dit. C'est-à-dire qu'en fait, regardez comment l'argent est dépensé, en quoi la banque peut avoir un impact dans cet univers de fantasy. Bah, on pourrait penser que c'est hyper inintéressant, mais au contraire, c'est très, très riche. Et c'est ce qui manquait dans les dernières saisons de Game of Thrones, et c'est pour ça qu'on avait été déçus. C'est-à-dire que en fait, toute la construction de l'univers et les côtés justement quotidiens et plus bas, qui sont pas dans un espèce de surhéroïsme ou des choses comme ça, sont bien plus intéressants. C'est pour ça que dans Game of Thrones, ce qu'on aime, c'est quand le limier est en train de marcher avec Arya, quoi. Ouais, et c'est ce qui nous permet de nous projeter aussi humainement, parce qu'on Oui. on est dans un univers de fantasy ou de science-fiction avec des créatures très étranges. Et on peut quand même totalement se projeter dans cet univers-là, parce que, en fait, on va en reparler, mais il y a un parallèle politique très très fort. Pour moi, en fait, c'était la meilleure série qui parlait d'autoritarisme l'année dernière et qui parlait de notre monde à nous, alors que ça se passe dans la galaxie de Star Wars. Avant de détailler un petit peu le reste de la série, il y a un truc qui est très important à savoir, et je pense que ça a joué dans ta première expérience de visionnage, parce qu'on en avait même parlé. Tu avais regardé les 2 premiers épisodes, et je crois que tu t'étais un peu lassé, tu t'étais arrêté là. Et moi, j'avais écouté The Watch, un podcast dont on parle souvent, un podcast américain, où il disait qu'il fallait absolument regarder les 3 premiers d'un coup, parce que c'était vraiment une entité à part entière, et ensuite qu'il fallait progresser un peu par bloc. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, en ayant entendu leurs recommandations. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à apprécier la série, puisque effectivement, c'est très très net quand on regarde les 12 épisodes. On a les 3 premiers qui sont un tronçon. Ensuite, on a les épisodes 4, 5, 6 qui sont un autre tronçon. Le 7 qui établit un petit peu les ramifications de ce qu'on vient de voir. Et ensuite, on repart 8, 9, 10, encore un tronçon. Et 11, 12. Et 11, 12, voilà. Et donc, essayez, si vous pouvez, de les regarder comme ça, parce que ça améliore vraiment l'expérience de visionnage. Et ça se sent aussi même dans le... En fait, on a des unités souvent de lieu et de temps qui correspondent à ces tronçons-là. Et on a aussi des unités créatives, c'est-à-dire que c'est souvent ces morceaux qui sont écrits et réalisés par la même personne, et ensuite on change d'équipe. Après, moi, je dirais, vous n'êtes pas obligé d'en regarder 3 d'un coup. C'est juste d'avoir à l'esprit que justement les choses vont bouger. Parce que moi, je sais qu'en regardant les 2 premiers épisodes, je voyais pas trop où ça allait aller. Et là, en les revoyant, je les ai trouvés très bien. En vrai, je pense que j'étais juste pas dans le bon mood à l'époque. Mais c'est garder à l'esprit que ça bouge quand même pas mal et qu'il y a vraiment des moments un peu différents dans la série, quoi. On va attaquer la partie un peu plus en détail de l'intrigue et des personnages. Donc, il va y avoir des spoilers, forcément. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder toute la série et revenez nous écouter. On a parlé un petit peu déjà de Cassian Andor. On n'a pas dit qu'il était joué par Diego Luna. C'est très important. Ouais. Non, qui est vraiment super. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion en regardant la série pour la 2e fois. Je pense que la personne qui a casté cette série aime vraiment les voix un peu éraillées. Parce qu'entre lui, Stellan Skarsgård, il y en a plusieurs. Il y a vraiment que toi qui, pour noter un truc comme ça, Anaïs adore les voix éraillées. Et du coup, évidemment, t'as remarqué ça. Mais non, mais vraiment, je me disais, il y a tellement de personnages dans cette série qui parlent vraiment comme ça. Et je me suis dit, il a forcément un truc avec ça. Soit c'est Tony Gilroy, soit c'est la personne qui a mené le casting. Mais il y a un type de voix très spécifique dans Andor. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Non, mais c'est marrant parce que c'est pas forcément le personnage le plus fascinant au premier abord, mais son évolution est assez passionnante. Et justement, quand on sait où ça va, ça apporte vraiment un pathos qui est supplémentaire.
Ce que je trouve vraiment super, t'en as parlé, mais c'est la scène d'ouverture d'Andor qui s'éloigne vachement du cliché un peu ou de l'archétype de l'anti-héros, alors que ça aurait pu être beaucoup plus joué comme ça en étant écrit par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'on commence, il tue 2 flics. Le premier, c'est par accident, mais le deuxième, c'est un choix conscient qui a l'air un petit peu de le torturer et on sent que c'est un rappel à la manière dont il a été introduit dans Rogue One aussi. Mais il y a tout de suite quelque chose qui est établi, c'est que effectivement, moralement, il se situe un petit peu dans une zone floue. Ouais. Et pour une série Star Wars, en fait, commencer sur un personnage qui tue comme ça de sang-froid 2 hommes, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Et moi, c'est ça que j'adore avec cette série, c'est qu'à chaque fois que j'ai revu les épisodes, que je l'ai regardé, je me suis dit, c'est vraiment une série pour adultes. Et c'est pas ce qu'on peut dire de toutes les œuvres Star Wars. Et je veux pas insulter les fans de Star Wars, je sais qu'on peut aimer ça aussi à l'âge adulte. Mais c'est quand même, ça a toujours été un univers très ludique, même s'il parle de politique et de rébellion. Et là, pour moi, Andor, c'est vraiment l'œuvre la plus adulte et peut-être la plus sombre de tout l'univers, en fait. En dehors d'Andor, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui t'ont particulièrement marqué? Parce que c'est quand même une série avec beaucoup, beaucoup de personnages et moi, je les trouve tous excellents. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est le personnage joué par Stellan Skarsgård, Luten, que je trouve vraiment excellent. En fait, alors, il joue Stellan, donc le père de Alexander, qui est connu de son propre fait bien avant son fils, qui était dans Mamma Mia, d'ailleurs. Du coup, Luten, qui, en fait, est un leader de la résistance, qui organise des coups, en fait, et des attentats et des choses comme ça au nom de la résistance. Mais sa couverture, c'est qu'il est un antiquaire très respecté, bien comme il faut, mais Scred, il mène des actions de la résistance. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un personnage à la fois charismatique, qui est marrant aussi par moments quand il se retransforme en antiquaire et tout ça, le jeu autour de ça est assez réjouissant. Mais aussi, il y a un monologue, en fait, à un moment dans la série qui est juste bluffant. Après, bon, déjà, c'est très bien écrit. Et en plus, avec un interprète comme Stellan Skarsgård, ça crépite. Mais il y a... Très bien réalisé aussi. Il y a tout un monologue où il parle à un de ses informateurs qui est dans le système de l'Empire. Et il lui explique que lui est complètement corrompu, qu'il n'y a plus de retour pour lui. En fait, il a fait des choix au service de la résistance qui font que il sait très bien que lui ne profitera même jamais des actions qu'il mène parce que c'est un sacrifice qu'il a fait. En fait, il est perdu parce qu'il a adopté les méthodes de son ennemi pour l'abattre. Il y a une complexité morale là-dedans que je trouve très intéressante et émouvante aussi. Et qui résume très bien tout le propos de la série. Exactement, parce que c'est ce qu'on voit chez Andor. Ça rappelle aussi le monologue, il y a un monologue de Cassian Andor dans Rogue One qui rappelle aussi ça. Donc on sent le côté aussi mentor et mentoré entre les deux. Il y a une citation que j'adore dans ce monologue de Stellan Skarsgård qui est « I burn my decency for someone else's future. I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see. » Je brûle ma vie pour créer un lever de soleil que je sais que je ne verrai jamais. Et vraiment, toute cette séquence me fout les poils à chaque fois que je la vois. Et c'est dans un très très bon épisode dont on va reparler plus tard. Ouais. J'adore cette scène. Personnellement, j'ai un petit faible pour un personnage qui est un personnage de méchant, mais que je trouve encore une fois très complexe et ça illustre vraiment toute la beauté de cette série. C'est le personnage du flic bureaucrate qui s'appelle Cyril et qui est joué par un acteur qui s'appelle Kyle Soller. Quand on le rencontre, il vient d'apprendre le meurtre des 2 flics, sans savoir à ce moment-là que c'est Andor qui les a tués. Et son supérieur lui dit bon, on va dire que c'est un accident, c'est bon, ça arrange tout le monde. Et ce personnage-là, c'est un personnage qui est extrêmement zélé. C'est un petit facho. Voilà, il est un petit ambitieux facho. Voilà, un petit ambitieux facho. Et donc, il ne supporte pas de devoir maquiller la vérité et de ne pas enquêter sur ces 2 meurtres, parce que pour lui, 2 flics qui ont été tués, c'est absolument inadmissible. Il faut mener une enquête. Et donc, il va être obsédé par le fait de retrouver Andor pendant toute la saison. Et ce qui est génial, c'est que avec un personnage comme ça, on aurait pu aller dans une caricature justement de mec absolument détestable, extrêmement rigide, mais d'une manière qui le rendrait très antipathique. Et au contraire, moi, je trouve que sa rigidité lui donne beaucoup de dimensions et le rend très divertissant comme personnage. Il faut dire aussi que l'acteur est génial. Mais en fait, on apprend que, par exemple, il retaille ses costumes pour leur donner un petit peu plus de flair. Il est tout le temps en train de râler parce que justement, la bureaucratie de l'Empire ne fonctionne pas assez bien selon lui et il faudrait que l'Empire soit encore plus facho, en fait. Et on découvre, au bout de quelques épisodes, sa relation avec sa mère, qui est une mère un petit peu étouffante et qui arrête pas de le rabaisser. Et en fait, on sent qu'il est totalement humilié par sa position.
Mais moi, sa mère, en fait, à la fois, ça m'a un petit peu dérangée parce que c'est vraiment le cliché de la mère castratrice qui a créé l'antagoniste de la série. Parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que si lui n'était pas là, Andor, il serait tranquille sur sa planète. En fait, le mot d'ordre, c'était de pas s'occuper du meurtre de ces deux mecs. Donc, toute la série est un peu démarrée aussi par son zèle, quoi. Mais le personnage de sa mère, ça fait vraiment la mère méditerranéenne castratrice, quoi. Ouais. Vraiment, il y a tout un cliché autour de ça. Donc, ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel. Mais en même temps, je peux pas me mentir, c'est très divertissant. Donc, et l'actrice est super bonne. Oui. Et les répliques sont tellement bien. Et en fait, ça participe aussi à la construction de l'univers de la série, qui est qu'on voit comment vivent les fonctionnaires de l'Empire. On était plutôt habitué à voir beaucoup de Stormtroopers ou de sénateurs dans l'univers Star Wars. Et là, on voit un flic qui est insatisfait, qui est à la fois totalement passionné par son métier, mais qui justement est frustré par ce qu'il observe dans le système dans lequel il travaille. On le voit manger ses céréales avec son lait bleu au petit-déj avec sa mère. On voit que justement, quand ça se passe pas bien pour lui professionnellement, il va être pistonné par son oncle et on va l'emmener dans un poste de fonctionnaire qui est assez dévalorisant et dégradant. Enfin, on voit en fait tous les rouages de la machine et on voit que ces personnes-là ont des vies et ont des émotions et ont des familles. Il y a un autre moment où il y a... crushs. Et ont des crushs extrêmement gênants. Alors mais j'avoue que moi, c'est mon plus gros chip de la série, c'est les deux fachos. De ouf. Juste avant de passer à ça, il y a une scène justement, quand il travaille dans le job pistonné par son oncle. Visuellement, je trouve que la série a plein de clins d'œil à des œuvres un peu classiques du ciné. Et là, vraiment, ça m'a fait penser à La Garçonnière version Star Wars, c'est-à-dire la vision à perte de vue de bureau et d'uniformisation totale et d'invisibilisation de l'individualité de chacun. Vraiment, visuellement, la série est hyper intéressante et dans des moments comme ça se sent vraiment. Il y a un autre personnage qui apparaît pour le coup de manière beaucoup plus anecdotique, mais qui est aussi un méchant de l'Empire, enfin un cadre de l'Empire, qui va être pris en otage par les rebelles. Et en fait, on a toute une scène où on le voit dans sa vie de famille avant le moment où il va être pris en otage, où il est en train d'essayer de mettre son uniforme et sa ceinture se ferme plus parce qu'il a pris du poids. Et on le voit avoir un échange avec sa femme et avec son fils. Et tout ça, en fait, comme voir le petit flic nazi qui mange des céréales avec sa mère, c'est des choix que les scénaristes n'avaient pas besoin de faire. Et pour moi, tout ça, c'est le génie d'Andor. Il y a un vrai ton, il y a un vrai propos et il y a une vraie envie de complexifier chaque personnage en lui donnant des petites scènes individuelles qui nous montrent que il n'est pas juste là pour être méchant, il n'est pas juste là pour venir tuer quelqu'un ou être pris en otage. C'est une vraie personne qui a plein de dimensions, même s'il va être là que pour 3 minutes dans l'intrigue. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour en revenir au crush donc de Cyril, il a un énorme crush sur un autre personnage méchant qui est complexifié, mais pas autant, parce que pour le coup, on voit pas du tout sa vie perso à elle. On voit pas son intimité ou son quotidien. Tout ce qu'on voit, c'est son ambition, quoi. En fait, on voit des moments de doute qu'elle a dans ses échanges avec son supérieur. On voit qu'elle peut être frappée parfois par certaines décisions qui vont être prises. Elle a vraiment du mal avec le fait que beaucoup de leurs cibles soient tuées, alors qu'elle pense qu'il faudrait juste les appréhender et ensuite les interroger, etc. Pour resituer, c'est une espèce d'enquêtrice en chef, en fait, qui enquête du coup sur tout un réseau de résistance et qui veut pousser ça et qui donc s'en prend à Andor aussi. Et elle comprend dès le départ ce que plein de cadres de l'Empire ne veulent pas comprendre et ce que plein de flics autour d'elle ne veulent pas comprendre, qui est que la résistance est plus maligne que ce qu'ils croient. Et en fait, il y a un truc qui est un petit peu répété pendant toute la série, c'est que l'Empire s'est endormi, qu'en fait, ils sont tellement persuadés d'avoir du pouvoir, tous ces gens un peu nobles, qu'ils se rendent pas compte que le peuple est en train de se soulever sous leurs yeux. Et elle a saisi tout ça, et donc elle essaye un peu de tirer la sonnette d'alarme pendant toute la série, ce qui la rend finalement un petit peu sympathique malgré elle, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est absolument détestable, et c'est un personnage de méchant, mais elle aussi, elle est un peu seule contre tous. Et c'est aussi une femme entourée d'hommes. Voilà, c'est-à-dire que même visuellement, c'est très évident, c'est-à-dire qu'il y a souvent des scènes dans une espèce de grande table ronde où elle et tous ses pairs sont rassemblés. C'est un peu, là pour le coup, ça m'a rappelé Docteur Folamour, mais dans ces scènes, en fait, elle est la seule femme. Et c'est très clair, visuellement, c'est montré que c'est la seule femme et qu'elle est en minorité. Et ce qui est sous-entendu, c'est que c'est ça aussi qui lui donne son point de vue différent et le fait qu'elle comprend certaines choses ou qu'elle va anticiper certaines choses aussi parce qu'elle vient pas du même milieu que les autres. On comprend qu'elle a une promotion alors qu'elle était dans un autre poste et que donc elle a un point de vue un peu différent, quoi.
Vraiment, c'est la manière dont j'ai essayé de te vendre la série quand on en parlait au début. Je te disais, c'est pas une série Star Wars, c'est une série d'espionnage en fait. C'est un thriller politique. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle autant Les 3 jours du Condor ou The Americans. Ce qui est marrant, c'est que ça m'a fait penser en fait à Winter Soldier dans la saga Marvel. C'est-à-dire que c'est un film noir qui se déguise en Marvel et c'est le meilleur Marvel, en tout cas, je pense. Et là, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que l'excuse, c'est que c'est dans l'univers Star Wars, mais t'as raison, c'est une série d'espionnage, c'est une série noire, quoi. Il y a un autre personnage qui est génial d'ailleurs, c'est le personnage de la sénatrice qui apparaît ensuite dans Rogue One, Ouais. qui à ce moment-là a totalement rejoint la rébellion. Mais dans Andor, c'est une sénatrice plutôt centriste, on va dire, par rapport au reste, sur l'échiquier politique. Elle dit qu'elle profite justement du fait que tout le monde la prenne un peu pour une faible, qui n'a pas des opinions très affirmées, pour mener en douce, pareil, des opérations. En fait, elle soulève des fonds pour aider Luten dans son combat pour la résistance. Elle est trop stylée. Elle a une Elle a super une- coupe de cheveux. Ouais, elle a une garde-robe incroyable. Incroyable. Et sa déco aussi. Enfin, vraiment, les décors et les costumes sont excellents. Et elle, à chaque fois, mais je bavais devant sa Ouais, garde-robe, moi aussi. quoi. Et oui, tu parlais des costumes et des décors. Le directeur artistique de Andor était aussi le directeur artistique de Tchernobyl. Et d'ailleurs, Tony Gilroy a dit que c'était la première personne à qui il avait parlé avant même de se mettre à écrire. Parce qu'il disait de toute façon, tout ce qu'on écrit, il faut que ça soit fabriqué. Parce que c'est un univers Star Wars. Et donc, j'ai d'abord besoin de parler avec lui de ce qu'on peut faire, à quoi ressemblerait une banque, une bibliothèque, etc. Et il l'a même invité à être présent dans la Writer's Room quand les épisodes ont été écrits, puisque son rôle était vraiment central dans le développement de l'univers. Et ça se sent à chaque Ouais, décor. c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il y a un sens de lieu dans chaque endroit. Et c'est en même temps, moi, quand je regarde les films Star Wars, souvent, ça va tellement vite. Et il y a des mots, enfin, il y a le nom de telle planète qui apparaît, il y a le nom de telle planète. Et je suis là, où est-ce qu'on est? J'ai pas compris. C'est marrant parce que hier, quand j'ai revu Rogue One, en comparaison, j'avais l'impression que les costumes étaient bien moins bons que dans la série. C'est-à-dire que Mothma, la sénatrice, elle est bien mieux fringuée. Bon, c'est normal aussi parce qu'elle est dans la résistance, mais aussi sa coiffure, ça va pas du tout quand elle est dans Rogue One. Mais enfin bon, tout ça pour dire que c'est juste, visuellement, c'est un délice pour les yeux, quoi. Ouais. Et aussi bien, il y a toute une partie qui se situe dans des montagnes d'une planète avant qu'ils prennent d'assaut une garnison. Ça a été filmé dans les Highlands écossaises et c'est magnifique. Il y a une autre partie qui est dans une prison, on va en parler, qui est hyper épurée. Et même sa planète à lui, des détails comme le fait que il y a un mec qui va sonner, taper sur une cloche tous les matins, il va taper avec un gros marteau et c'est comme ça qu'il marque le début de la journée ou le début de certains événements. C'est des éléments comme ça qui créent un lieu et qui créent une atmosphère qui est hyper riche. C'est des détails, c'est comme ce que tu disais par rapport au mec avec sa ceinture qui est trop petite ou des choses comme ça. Ils n'ont pas besoin de les inclure du tout dans la série. Mais c'est ça qui fait que la série est crédible, qu'on est dans l'univers, qu'on a l'impression d'être en immersion et qu'on s'identifie avec ces personnages, quoi. Ce que je trouve très beau aussi avec ça, c'est que ça a un sens thématiquement et créativement quand on voit justement le trajet de métro entre Luten et un mec qui vient lui parler, qui l'embête un peu. On comprend justement à quoi ressemble le quotidien des petites gens de la galaxie. Mais il y a aussi, tu parlais du mec qui sonne la cloche le matin, ou les ouvriers en fait sur Ferrix, la planète d'Andor. Il y a ce petit moment où il y a un de ses amis, j'adore ce personnage, Ouais, moi aussi. qui raccroche son matériel d'ouvrier et qui leur donne une petite tape affectueuse et où on comprend en fait qu'ils ont une fierté aussi dans leur travail. Et donc même les ouvriers de Ferrix, ils sont développés comme ça. Enfin, il y a un vrai, Un sens du détail. Ouais. Ouais, un sens du détail et une complexité qui sont remarquables. Et même des petits personnages qui vont être là que pour 1 ou 2 épisodes. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a notamment un jeune rebelle qui s'appelle Caris. C'est le plus jeune un peu du groupe, mais en même temps, il est lui aussi extrêmement zélé. Il est prêt à tout pour la cause. Il a même écrit un manifeste politique. C'est un peu un penseur, un théoricien de la rébellion. Et ce personnage, il n'est pas là très longtemps, mais il a un impact très très fort en fait, à la fois sur les autres personnages et aussi sur l'intrigue. Il est joué par Alex Lothar et moi j'avoue que cet acteur je ne peux plus jamais le voir en fait parce qu'il a joué dans le pire épisode de Black Mirror où je sais Ah pas oui, si c'est vrai. juste à chaque fois que je vois sa tronche je pense à cet épisode qui était vraiment le pire truc que j'ai jamais vu de ma vie je crois. Et donc même là alors que j'ai adoré son personnage et que je trouve que c'est un très bon acteur et tout, à chaque fois je suis là putain non c'est pas possible, pas lui encore, juste c'est triggering quoi. Et il y a aussi, avec lui, dans le même tronçon d'épisode, il y a Ebon Moss-Bachrach, dont on vous a parlé très récemment puisqu'il joue dans The Bear. Il joue cousin.
Et là, pareil, il a un petit rôle. Il est là que pour une poignée d'épisodes, mais il est exceptionnel, comme d'habitude. Et juste mentionnons aussi Fiona Shaw, dont on a parlé dans l'épisode sur True Blood, qui joue la mère adoptive d'Andor. On voit pas trop leur relation au quotidien, il y a que quelques petites scènes, mais en fait, on comprend très bien, la série est aussi assez douée pour établir très bien leur lien affectif et ce qu'elle a pu lui apprendre et lui apporter aussi. Et son personnage à elle, enfin moi je l'ai beaucoup aimé aussi, surtout elle a une très grande importance dans le dernier épisode et j'ai adoré le dernier épisode. Bah, c'est ce qu'on disait avec The Bear et le choix de casting de certains acteurs très connus qui sont pas là très longtemps. En fait, quand on voit le dernier épisode, on comprend pourquoi ils ont pris Fiona Shaw. Oui, bah c'est ça. Elle a une scène qui bouffe tout. Ouais. Faut aussi mentionner rapidement que Forest Whitaker est dans Andor, puisqu'il jouait dans Rogue One, Oui. et donc il reprend son rôle. Donc c'est quand même un casting de ma boule. Et que ce soit ceux qui sont très confirmés et très connus ou ceux qu'on avait moins vus auparavant, je trouve qu'il n'y a aucune fausse note dans ce casting. Et c'est un réel plaisir de les voir. Et encore une fois, ça donne la sensation de voir une série très adulte. Enfin, pour moi, c'est un peu The Americans dans Star Wars, quoi. Je voulais qu'on rentre dans le détail de 2-3 épisodes et moments très très forts de la série et je pense qu'on a accroché sur les mêmes, donc c'est cool. Donc sachez que là, on va vous spoiler un petit peu puisque c'est des épisodes et des moments... On va même carrément vous spoiler. On va tout vous spoiler puisque ça se produit plutôt dans la deuxième moitié de la série. Donc voilà, si vraiment vous ne voulez rien savoir, arrêtez-vous maintenant et revenez une fois que vous aurez bingé Andor. Vous ne le regretterez pas. Bon, le premier moment, je pense, qui nous fait réaliser un peu l'ambition de la série, c'est le casse sur Aldhani, qui se produit donc dans l'épisode 6, donc à la fin du deuxième tronçon d'épisode. Tout le premier, c'est un peu comment Andor en arrive là où il est et s'évade de sa planète. Et ensuite, ce deuxième tronçon, ils sont en train de préparer avec des rebelles ce casse où ils vont voler les salaires de plein de fonctionnaires et donc vraiment casser les pieds à l'Empire et montrer qu'ils sont capables de faire ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que à chaque fin de tronçon, un petit peu dans les épisodes d'Andor, il y a une séquence d'action totalement dingue, alors qu'on est sur une série plutôt d'espionnage, comme tu disais, de films noirs, où c'est beaucoup de dialogues, de gens qui murmurent des informations secrètes, tout ça. Et puis là, d'un coup, t'as une séquence d'action, c'est un film de casse, et on passe totalement à autre chose, et c'est hyper haletant, c'est déchirant, c'est incroyable. Et en plus, la série établit très bien les personnages. C'est une petite équipe. En plus, moi, j'adore ce genre de truc. Enfin, j'adore les films ou les récits de casse. C'est comme il y a Six of Crows, qui est un livre de Lee Bardugo, où ils vont braquer une île et c'est censé être impossible d'accéder à ce truc, ou je sais plus, c'est un palais ou un truc comme ça. Et là, c'est pareil, c'est genre impossible. Ils ne sont que 7. Ils sont cachés dans les montagnes, mais ils vont se préparer pendant... Enfin, tu sais, c'est juste... C'est comme Rogue One, en fait, Oui, qui était ça. déjà le Ocean's 11 de Star Wars. Là, ils nous refont une version mini de ça. Et donc, c'est assez jouissif. En plus, c'est des épisodes avec Eban Moss-Bachrach, même s'il est un peu horrible quand même dedans. Enfin, c'est un personnage assez détestable. Mais, enfin, moi, déjà, tu me mets dans les Highlands d'Écosse, c'est bon, je suis convaincue. Et je trouve, surtout, ce que j'ai adoré, c'est encore cette précision dans l'écriture et dans l'établissement de certaines traditions et de certains lieux, en fait. Là, ils organisent le casse la nuit d'un festival où les locaux se retrouvent pour regarder une espèce de pluie d'étoiles. Et donc, visuellement, c'est magnifique. Ouais, et la manière dont ce peuple vient célébrer en fait cet événement qui se produit très très rarement dans la galaxie, c'est encore un truc qu'ils n'étaient pas obligés de faire, mais qu'ils ont décidé de rajouter pour complexifier un petit peu l'univers. Au début, je crois qu'ils voulaient qu'il y ait des milliers de pèlerins qui viennent se rendre sur le lieu. À cause du Covid, ils n'ont pas pu. Et du coup, il y a une 50aine de pèlerins qui finissent par arriver pour observer cette sorte de pluie d'étoiles. Et ça ajoute une dimension assez mélancolique à l'événement, puisqu'on comprend que c'est un peuple qui a une tradition qui est extrêmement belle, mais qui est en train de mourir, qui a de moins en moins de monde aussi, parce que tout le peuple de la galaxie est totalement étouffé par l'Empire. On voit juste avant des fonctionnaires qui sont en train un peu de se moquer d'eux et de dire de toute façon, on a fait en sorte qu'ils soient de moins en moins nombreux pour venir. Et donc, quand on les voit célébrer leur cérémonie, il y a quelque chose de très, très beau spirituellement et ça se passe au même moment que le casse. Donc vraiment, c'est juste... la fin de cet épisode, elle est magnifique. Mais je voulais qu'on parle du meilleur épisode. Pour moi, c'était le meilleur épisode de série ou un des meilleurs épisodes de série de l'année dernière. Et il m'a complètement renversée. J'ai encore pleuré en le revoyant pour préparer cet épisode de podcast. C'est l'épisode qui s'appelle One Way Out et qui arrive à la fin de toute la section qui se passe dans une prison. Une prison qui est au milieu de l'eau. Donc en fait, il y a vraiment très très peu d'issues. Il n'y a pas d'issue. Et comme tu le disais, là encore, on a un univers qui est bâti de manière extrêmement précise
est extrêmement inventive. C'est-à-dire que c'est une prison où la manière de mater les détenus qu'ils ont trouvés, c'est de les électrocuter par le sol. Donc tous les détenus sont pieds nus et tous les fonctionnaires portent des bottes en caoutchouc qui leur permettent de ne pas subir les chocs électriques. Et ils sont là pour fabriquer des armes. Et il y a une logique de productivité qui ressemble énormément à ce qu'on voit en fait dans les vraies prisons. Sauf que là, ceux qui... C'est poussé à l'extrême. Voilà, c'est poussé à l'extrême. Ils sont répartis par équipe. Et ils sont en compétition les uns avec les autres. Voilà, et l'équipe qui a été la moins productive est punie en étant électrocutée. Et au milieu de tout ça, il y a le personnage d'Andy Serkis. Gollum. Exactement. Andy Serkis qui joue en fait c'est le chef de cette équipe de jour de prisonniers. Et lui, il lui reste que genre 240 jours à tirer. Il y croit dur comme fer qu'il va pouvoir partir et il a qu'une envie, c'est que tout se passe bien pour qu'il puisse se barrer de cet endroit. Donc il est très zélé en faveur de ses geôliers. C'est ça. Et surtout, il ne supporte pas que les membres des équipes, les autres prisonniers, puissent discuter de potentielles rébellions ou de dysfonction dans la prison. Il aime vraiment pas ça. Et il va y avoir en fait un moment charnière, c'est-à-dire qu'ils vont assister à un truc un peu bizarre avec une autre équipe à distance. Ils savent pas trop ce qui se passe et après ils entendent à travers la rumeur, ils comprennent qu'en fait il y a une équipe entière qui a été décimée et elle a été décimée parce qu'ils se sont rendus compte que un des prisonniers qui avait été extrait parce que c'était censé être la fin de sa peine avait été réintégré. Et donc, ils se sont rendus compte que les prisonniers qui étaient extraits n'étaient pas vraiment libérés, mais qu'ils étaient envoyés vers d'autres prisons et que là, l'administration s'était trompée. Et donc, ils ont eu la révélation que leur peine ne s'arrêtait jamais, en fait. Ouais, et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais Andor se retrouve dans cette prison suite à une arrestation totalement arbitraire. Ouais, c'est-à-dire qu'il a braqué une garnison, mais c'est pas pour ça. Hein. Ouais, non, il a absolument rien fait. Et d'ailleurs, moi, je crois que c'est une des scènes qui m'a le plus choquée de toute la série, c'est la scène de son arrestation, parce que ça sonne très, très vrai, en fait. Bah ouais. Quand on suit un petit peu ce qui se passe dans l'actualité, il y a une espèce d'injustice tellement cruelle dans la manière dont il est arrêté que c'en est insupportable. Et donc, il a une peine en plus de 6 ans pour s'être baladé dans la rue. Et donc, ouais, à ce moment-là, il y a le personnage de Andy Serkis qui switch et qui se rend compte que non, il faut se rebeller. Et ça aussi, mais c'est tellement brillant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adrénaline qui se met en place tout de suite parce que Andor dit c'est le moment ou jamais, on n'aura jamais une meilleure chance que maintenant de s'évader parce que bientôt ils vont ramener une nouvelle sécurité et on va être encore plus maté. Donc là, en fait, c'est demain. Demain, il faut qu'on s'échappe. Oui, c'est aussi parce qu'il y a un nouveau détenu qui arrive et ils ont repéré une faiblesse au niveau de la sécurité dans ces moments-là, quoi. Voilà, mais ils sont absolument pas prêts pour une évasion. Il n'y a pas de grand plan magnifique qui a été préparé depuis des mois et des mois. Il y a juste 2-3 trucs qui étaient déjà un petit peu en développement. Et lors de la dernière nuit que tous les détenus passent ensemble dans leur couloir, là encore, on voit que l'Empire se méfie pas du tout puisqu'ils peuvent parler librement, ils sont pas surveillés parce qu'on part du principe que de toute façon, ils ont été matés. Oui, qu'ils sont pas menaçants, quoi. Voilà, ils ne vont pas se rebeller. Et donc, ils passent la dernière nuit à parler entre eux pour se motiver et se dire qu'ils vont établir un plan. Andy Serkis devient enfin le leader un peu de la rébellion que tout le monde attend qu'il soit. Et le lendemain, il y a cette séquence d'évasion qui démarre et qui est, encore une fois, exceptionnelle. Ouais, et ce qui est très, très beau, c'est que c'est dans des moments comme ça, et ça arrive plusieurs fois dans la série, en fait, où on voit la force du collectif. C'est-à-dire que c'est un empire qui est moins nombreux c'est-à-dire que c'est une minorité qui oppresse une majorité. Et la prison, en fait, c'est comme un microcosme de cet univers. Toutes les dynamiques qu'il y a dans cet univers d'oppression et tout ça, elles sont exacerbées et rassemblées dans cette prison. Et là, en fait, il y a une prise de conscience des prisonniers en fait, on est plus nombreux qu'eux et on peut y arriver. Et donc, ils s'unissent tous. Il y a une forme de solidarité. Il y en a qui sont écrasés sur le chemin. Oui, voilà, c'est-à-dire que la masse, forcément, comprend des sacrifices. Et ça aussi, c'est très réaliste. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont mourir pour que les autres puissent s'évader. C'est ça. Mais en même temps, Andy Serkis, quand il fait son discours, il fait un discours de solidarité en disant qu'il faut qu'ils soient là les uns pour les autres et qu'ils s'enfuient ensemble, quoi. We will never have a better chance than this. And I would rather die trying to take them down than giving them what they want. And now we know that when they say we are being released, We are being transferred to some other prison to go and die. And that ends today.
Et ce qui est bouleversant. C'est pour ça que tu pleures. Oui, c'est ça, c'est la plus belle scène et c'est vraiment, mais moi ça m'a coupé le souffle quand on est arrivé à ce moment-là, c'est que donc ils finissent par parvenir à s'évader. Ils crient tous one way out, on n'a qu'un seul moyen de sortir d'ici. Évidemment, quand ils arrivent sur la plateforme, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent que sauter à l'eau puisque la prison est une île. Et Andor regarde Kino, le personnage d'Andy Serkis, qui est complètement paniqué et lui dit qu'est-ce qui se passe, et Andy Serkis dit What did he say? Can't swim. je ne sais pas nager. Et là, mais ça me fout encore les poils rien que d'y penser parce qu'il a fait tout ça et qu'en fait, il ne peut pas partir. Donc, il a provoqué le soulèvement de tous ses camarades et il les a aidés à s'en sortir, mais lui-même, en fait, va y laisser sa peau. Et c'est bouleversant. Et ce qui est brillant, je trouve, dans la série, et ça prouve toute sa qualité d'écriture et de tout, c'est qu'ils ont ce moment mais hyper puissant d'émotion, mais ils se complaisent pas dedans. C'est-à-dire que on n'a pas une espèce de musique qui commence à nous essayer de nous tirer des larmes. On reste pas à le regarder, voir tout le monde tomber et ne pas pouvoir tomber lui-même. On le voit pas se noyer ou quoi que ce soit. Oui, c'est très bref. C'est très bref. Il y a juste ce moment, mais qui est complètement foudroyant. Et la série passe à autre chose. Mais ce moment est là, quoi. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent et ça se fout pas de notre gueule. Ça essaie pas de nous manipuler. Et d'ailleurs, la musique, il faut le préciser, est de Nicolas Britell. Ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est aussi le compositeur de Succession et aussi le compositeur phare de Barry Jenkins, donc de Moonlight et Si Beale Street pouvait parler. Et ce mec sait tout faire, en fait, puisqu'il sait faire... Non, mais c'est vrai, il sait créer la musique hyper lyrique et romantique de Barry Jenkins. Il sait créer la musique de Succession, qui est quand même très particulière pour un drame HBO, etc. Et là, en fait, il sait faire la musique d'une série Star Wars de science-fiction, avec donc des partitions qui sont vraiment épiques, des partitions d'aventure. Et là, dans cet épisode, la musique, justement, au moment où Andy Serkis est en train de dire qu'il ne sait pas nager, elle est aussi très, très belle. Enfin, juste, la bande-son, d'ailleurs, je l'ai réécoutée plein de fois de Andor. Pour moi, c'est une des meilleures bandes-son de série de ces dernières années. Et c'est pas un hasard, c'est un des meilleurs compositeurs de ces dernières années. Merci Nicolas Britell. Et d'ailleurs, sa musique joue aussi un rôle crucial, et encore une fois, qui m'a foutu les poils, dans le final de la saison. Puisque là, gros spoiler, le final de la saison est centré donc à Ferrix. On revient à la planète d'Andor qu'on avait vue au début, autour de l'enterrement de Marva, sa mère adoptive, qui était malade depuis un certain temps. Et Andor va revenir pour assister à l'enterrement. Et donc, tout le monde converge à cet endroit-là, puisque tout le monde veut la peau d'Andor, y compris les rebelles qui veulent l'éliminer, puisqu'il en sait déjà trop. Et donc, tout le monde se retrouve à Ferrix, et toute l'action se déroule autour de la cérémonie funéraire de Marva. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ? J'ai adoré cet épisode, et toute la scène autour de la procession funéraire, ça m'a vachement rappelé, parce qu'en fait, il y a un parallèle. La scène est entrecoupée entre la procession funéraire avec la musique dans la rue, et la musique de fond, c'est la musique de la procession. Et avec tout le monde qui s'entremêle dans la rue et tout ça. Et en parallèle, on voit le personnage d'Andor qui se faufile dans des souterrains, dans un immeuble pour essayer de retrouver son ami Bix et qui tue des gens sur le chemin pour la rejoindre. Et moi, ça m'a trop fait penser à la scène dans Le Parrain 2, qui est une des meilleures scènes de l'histoire. La scène de la procession dans Little Italy, où en fait, le personnage joué par Robert De Niro, Vito Corleone, quand il est jeune, va tuer le parrain du quartier. Et en fait, la scène est entrecoupée entre la procession avec la musique. En plus, c'est des cuivres, c'est comme là dans Andor. Et l'autre moitié de la scène, c'est Vito qui est en train de se faufiler sur le toit, dans le couloir, pour aller tuer quelqu'un. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même contexte, mais j'ai trouvé que le parallèle, j'ai tout de suite pensé. Et comme c'est un truc que j'adore, c'est un de mes films préférés, une de mes scènes préférées, c'était hyper évocateur pour moi. Et en plus, il y a une scène en fait où Marva commence à faire un discours d'outre-tombe à travers un hologramme. Et en fait, elle déclenche une rébellion, quoi. Elle a enregistré un message avant sa mort et on voit déjà quelques épisodes plus tôt que Cassian Andor essaye de lui faire quitter Ferrix, lui dit j'ai plein d'argent, en fait j'ai fait un casse, donc viens on s'en va tous les trois avec notre droïde et on va couler des jours heureux et puis fuck l'Empire. Et en fait elle, on sent qu'elle veut rester, qu'elle est chez elle et qu'elle est en train d'être animée de plus en plus par une envie politique. Elle dit voilà qu'elle ne supporte plus de voir l'Empire marcher dans les rues, etc. de sa ville. Faut savoir aussi que le père adoptif d'Andor, donc le compagnon de Marva, a été tué, pendu par des Stormtroopers. Et donc, dans le final, l'Empire avait essayé de limiter au maximum la procession funéraire,
toute la ville vient quand même. Donc là aussi, on sent cet esprit de communauté dont tu parlais, où en fait, c'est une famille entière. Tout le peuple est là. Tous les gens qui croisent Cassian lui disent « désolé pour ta mère », etc. Et ils viennent plus tôt aussi, parce qu'ils avaient prévu, normalement, c'était 2 heures plus tard. Ouais, et donc c'est extrêmement émouvant de voir que justement toute cette planète qu'on a appris à connaître avec ses ouvriers, avec ses gamins, s'est réunie pour célébrer Marva. Et ce message en hologramme est diffusé et ce discours est extrêmement bien écrit, très bien incarné par Fiona Shaw. The Empire is a disease that thrives in darkness. It is never more alive than when we sleep. If I could do it again, I'd wake up early and be fighting these bastards from the start. Fight the Empire! Et donc voilà, elle dit « combattez l'Empire ». Et là, le chaos éclate totalement. D'ailleurs, il y a un gamin qui fait un attentat puisqu'il construisait une bombe. Et donc, il lance la bombe en plein milieu du square et ça touche d'ailleurs des habitants de la ville aussi. Donc, il y a toujours cette espèce de moralité un peu grise d'une vraie guerre civile. C'est le climax émotionnel de toute la série et c'est aussi le moment où Cassian décide enfin de devenir un rebelle. Et donc, il aide ses amis à s'évader. Et en fait, lui, il décide de rester et de rejoindre Luten. Et il lui dit, voilà, c'est bon, je suis prêt, je rejoins la cause. Et la série se termine là-dessus. Il lui dit, tu peux soit me tuer, soit me laisser te rejoindre. Parce que Luten était venu pour l'éliminer. Et comme Luten, je pense, se voit un peu en lui. Oui, il voulait le recruter à la base. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'il a fait le déplacement au tout début de la saison. On ne comprend pas trop pourquoi il s'intéresse tant à Andor. Et en fait, très rapidement, c'est parce qu'il a vu du potentiel en lui et qu'il sait qu'il pourrait faire un excellent rebelle. Et on sait, nous, que ce sera le cas plus tard. Et donc voilà, toute la saison 1 a mené à cette prise de décision de la part d'Andor. Autre scène géniale qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est le moment où Luten se fait choper par un vaisseau qui lui dit qu'il faut qu'il se rende et tout ça. Et là, dans son tout petit vaisseau, lui aussi, explose une partie de leurs effectifs et après s'en va. C'est génial. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de moments comme ça de petites rébellions contre l'Empire et où on sent vraiment, c'est comme le peuple qui vient célébrer la grande cérémonie pendant le casse d'Aldani où ils doivent faire une sorte de cérémonie avec les cadres de l'Empire et se serrer la main et échanger des fourrures, etc. Et en fait, dès que le mec a tourné le dos, il brûle la fourrure. Et d'ailleurs, il l'insulte dans leur langue et le mec ne comprend pas. Enfin, il y a une espèce de mépris total de tout le peuple pour l'Empire, qui est un peu la ligne directrice de toute la série. Et c'est assez jouissif de voir justement tous ces petits personnages qui vont se rebeller quand on sait ce que va devenir l'univers Star Wars par la suite. Oui, parce que juste pour préciser, Rogue One, c'est ce qui arrive juste avant A New Hope, qui est donc le premier Star Wars à être sorti au cinéma. C'est le début de la rébellion, quoi. C'est le moment où en fait la rébellion trouve le plan de la Death Star, et c'est grâce à Cassian qu'ils vont le trouver, et c'est ça qui va lancer toute la saga qu'on connaît après, quoi. Est-ce que tu regarderas la saison 2 ? Oui, j'ai très hâte. Et d'ailleurs, elle va pas sortir avant 2024 à cause de la grève. Donc, et oui, merci la grève. Écoute, au moins, je suis ravie que grâce à ce podcast, j'ai enfin réussi à te convaincre de regarder Andor. Je savais que t'adorerais et je suis très contente que ça t'ait plu. D'ailleurs, regardez tous, comme ça, si vous vous y mettez tous, on pourra faire plusieurs épisodes. Ouais. C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Piquistes de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on vous parlera de Malcolm. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.